Bonjour à tous, j'espère que vous êtes confortablement installés. On va reprendre plutôt par une table ronde prévue cet après-midi pendant une petite heure et demie. On aura à peu près 1 heure de présentation et d'échange avec les intervenants que je vais vous présenter. Et puis ensuite, on aura une petite demi-heure. On va voir selon l'intérêt que vous avez par rapport au sujet. On vous laissera une petite demi-heure pour répondre éventuellement à vos questions. Donc cet après-midi, nous avons proposé avec le Conservatoire botanique une table ronde intitulée « De l'amnésie environnementale à la consommation de nature, quel avenir pour la diversité végétale sauvage ?» L'idée de cette table ronde, en fait, elle est venue parce qu'on entendait de plus en plus des termes comme amnésie environnementale, connexion au vivant, déconnexion à la nature, reconnexion à la nature. Bref, des termes qui nous semblaient un petit peu étranges pour nous, botanistes, scientifiques. Et c'était relativement intéressant de s'y pencher à l'heure où finalement où on constate une relation à la nature qui est de plus en plus différente, qui évolue en tout cas au cours du temps. Et à l'heure aussi où on a à peu près 1/3 de Français qui ressentent un manque, un véritable manque physique, dès l'instant où ils ne sont plus connectés au web. On a aussi de l'autre côté 1/4 des Français, ou 1/4, on va dire, des Français qui vivent dans des grandes métropoles, qui n'ont pas forcément accès à la nature quotidiennement. Vous, je pense, dans la plupart d'entre vous qui êtes présents ici, vous avez accès à la nature. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et on va également en discuter cet après-midi. Et finalement, cette table ronde, elle était aussi intéressante parce que, à la sortie du Covid, on a tous ressenti un besoin de nature, très très fort. À tel point qu'on a observé finalement dans beaucoup de statistiques une reprise importante de toutes les activités de loisirs de plein air. La randonnée en tête, mais c'est aussi le trail, c'est aussi le VTT, c'est aussi la musique en pleine nature, des bains de forêt. Vous l'avez vu dans le programme, on propose aujourd'hui des bains de forêt. Bref, tout ça nous a interrogés également dans un contexte où on parle de 6e extinction de masse, donc une crise majeure d'érosion de la biodiversité. Et partant de là, on s'est dit comment on peut mobiliser aujourd'hui le public aux enjeux de biodiversité s'il ignore l'existence même de cette biodiversité. Vous tous, en fait, vous agissez en tant que scientifique ou en tant que technicien pour conserver la nature. Mais pour conserver la nature, il faut avant tout que le public soit convaincu. Quand je dis le public, c'est les habitants, les citoyens. Il faut qu'ils soient également convaincus de cette même chose. Alors, pour y répondre, on a invité à cette table ronde Pierre Athanase. Bonjour Pierre. Vous êtes vice-président du Grand Parc Miribel-Jonage, vice-président de la métropole de Lyon à l'environnement. Et on va dire pour découvrir un petit peu votre cursus, vous êtes forestier et paysagiste de formation et vous avez occupé de nombreuses responsabilités au CORA, à FNE, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ASPAS, dans le camp des gentils, et forêt sauvage notamment. Juste pour briser un petit peu la glace et faire connaissance avec votre public, est-ce que vous pourriez nous partager votre plus forte émotion en lien avec une plante ou on va dire avec un lieu sauvage? Peut-être avec une plante, puisque la fine fleur des botanistes. Alors moi, c'est avec les arbres. Et voilà, j'en ai fait mon métier, j'en ai fait évidemment ma passion. J'ai milité pendant des années dans le milieu associatif et j'ai la chance d'avoir ça dans la délégation que j'ai à la métropole de Lyon. Et effectivement, des émotions avec les arbres. Alors déjà, quand on rentre dans une forêt, quand je rentre dans une forêt, j'aime avoir du temps, même si c'est pour faire une randonnée, même si c'est pour marcher un petit peu loin. C'est vraiment rentrer dans la forêt, marcher doucement, essayer d'écouter, d'être un petit peu captif aux sons, aux odeurs et tout. Mais quand on découvre des beaux arbres, moi j'ai eu la chance, je prends qu'un exemple, puisque j'ai heureusement vu de très très beaux arbres assez souvent, mais la rencontre avec les séquoias dans la Sierra Nevada. Et évidemment, quand on arrive, c'est des tels monuments qu'il y a un effet un petit peu de surprise. Pourtant, on sait qu'ils existent, on les a vus 1000 fois en photo, mais vraiment l'impression est juste énorme.
Après, il y a le côté technicien, donc je remonte tout le tronc de l'arbre, je cherche d'éventuels défauts mécaniques, on regarde un petit peu. Et puis après, là, il y a le vrai moment de communion avec l'arbre. Enfin, moi, je pense à Grizzly Giant, à Yosemite, hein, c'est un arbre qui a 3000 ans. Quand Vercingétorix rendait les armes à Jules César, c'était déjà un arbre millénaire. Et ça, c'est vraiment des impressions qui sont juste énormes. Mais vraiment, après, les gens peuvent y rajouter du mystique, peuvent y rajouter des tas de choses. Mais il y a forcément, même sur quelqu'un de très rationnel, et je pense être relativement rationnel, des véritables émotions avec le végétal. Merci. On accueille également Marion Guibert. Marion, vous travaillez avec Pierre, vous êtes chargé de mission Rhône et milieux naturels au Grand Parc de Méribel-Jonage. Vous avez auparavant travaillé dans un syndicat de rivières pour un bassin versant du Rhin entre Loire et Rhône. Même question? Pour moi, ce sera la vision en fait, des prairies de jonquilles sur le plateau de l'Aubrac, avec vraiment cet effet magique en fait, de renouveau, de réveil. Voilà. Très bien. Sur ma gauche, j'ai Justine. Bonjour Justine. Vous avez fait un parcours en gestion des territoires et développement local et vous êtes actuellement coordinatrice au pôle environnement à la MJC de Confluence. Est-ce que, pareil, vous pourriez nous partager votre moment de nature? Moi, c'est quand j'ai découvert la passiflore. Je ne connaissais pas du tout. Et j'ai été impressionnée par la manière dont ça se développait et puis surtout la fleur qui est juste, pour moi, qui était irréelle. Vraiment, j'avais jamais vu ça. Donc, c'était vraiment une grande émotion de découvrir cette plante. Encore quelque chose de très différent. Charlène, vous êtes coordinatrice à Nature Essence et vous avez une formation d'ergothérapeute. Vous avez notamment animé des ateliers philo pour les enfants et vous avez également collaboré à un programme de recherche-action qui s'appelle Grandir avec la nature, notamment autour du réseau École dehors en lien avec l'Académie de Lyon. Et vous avez publié en 2021 Vivre la nature en ville aux éditions Ulmer. Est-ce que vous pourriez nous partager votre moment de nature? Merci. Moi, ce qui me revient, c'est le lien avec les arbres aussi, et en particulier les chênes, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans le Jura quand j'étais enfant. Et voilà, j'ai des souvenirs de passer du temps dans des chênaies, et puis cette sensation d'humilité, de se trouver dans une forêt. Et cette sensation d'humilité, d'autant plus amplifiée quand j'ai commencé à dormir dehors. Et se retrouver dans une forêt la nuit, c'est encore autre chose. Oui. Voilà. On accueille également Johan Zeskar, qui est chercheur et praticien en écopsychologie. Vous êtes le réalisateur d'un documentaire qui s'appelle La Voix des écolieux, où à travers un tour du monde, vous présentez justement comment est abordée un petit peu la nature selon différents endroits du monde et comment on peut vivre avec. Vous êtes cofondateur de l'association francophone d'écopsychologie et vous avez publié en 2023 un petit traité d'écopsychologie aux éditions Le Bois d'Orion. On reviendra bien sûr sur ce que c'est que l'écopsychologie. Est-ce que vous pourriez nous partager votre moment de nature? Oui, merci. Alors moi, mon moment de nature, c'est... alors je viens de Grenoble et donc je fais un peu de trail. Donc je cours dans la montagne. Je ne suis pas un très gros trailer, donc je me fatigue assez vite. Mais il arrive un moment où j'ai, dans mon petit chemin, et au début, sans m'en rendre compte, je prenais appui sur un arbre qui, au fil du temps, est devenu plus qu'un arbre, est devenu un ami, parce que donc c'est un chêne, parce qu'il était là au bon moment pour me soutenir dans cette rude épreuve que je m'infligeais. Et voilà, donc aujourd'hui, il s'appelle Georges. Donc je rends visite souvent à mon pote Georges. Voilà. Donc désolé aux personnes qui s'appellent Georges dans la salle.
Alors, on entend souvent parler de déconnexion de la nature ou encore d'amnésie environnementale, comme je l'ai introduit. Johan, du coup, est-ce que vous pourriez nous aider à définir ces termes? De quoi parle-t-on exactement et de quoi finalement on s'est vraiment déconnecté ou connecté? Moi, ça m'interpelle un petit peu. Alors oui, déjà, l'amnésie générationnelle environnementale. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce terme-là? Il y a déjà amnésie, donc c'est cette idée d'oubli générationnel, environnemental. Donc, c'est l'oubli de l'environnement, génération après génération. En fait, c'est un phénomène qui apparaît étant donné que le vivant, la planète, la nature se dégrade de plus en plus. En fait, c'est ce phénomène où les générations qui arrivent prennent pour normal une condition dégradée. Et donc, il y a un glissement, et c'est ça qui est assez terrible, c'est qu'il y a un glissement de la norme, de la normalité qui apparaît au fil des générations. Et donc, les jeunes générations, mais aussi nous, finalement, on a tendance à oublier comment c'était avant, parce qu'on ne le voit plus, parce qu'on n'y est plus, on n'a plus de lien avec. Et en fait, on peut même aller, donc, pour dire déjà, l'amnésie générationnelle environnementale, ça date de 1999-2000 à peu près, où on a ce premier terme qui est apparu. Donc c'est Peter Kahn, qui est un psychologue américain. Et puis ça a été repris par la suite par Glenn Albrecht dans son livre, donc en 2020, dans son livre Les émotions de la Terre, qui reprend un certain nombre de concepts. C'est un philosophe environnemental australien. Et il va même un peu plus loin, en fait, et j'aimerais apporter cette nuance, c'est que, en fait, quand on parle d'amnésie générationnelle environnementale, on parle d'un effet, on va dire, transgénérationnel, culturel, on pourrait dire même, sociétal. Alors que, pourquoi? Parce que justement, quand on constate pour les jeunes générations, celles qui arrivent là, enfin qui sont plus jeunes que moi encore, eh bien, on constate qu'ils ne vont pas forcément avoir ce sentiment ou ce phénomène d'amnésie générationnelle parce qu'ils ne peuvent pas oublier ce qu'ils n'ont jamais connu. Donc en fait, l'amnésie générationnelle est quelque chose, d'un phénomène qui est avant en fait, qui est transgénérationnel. Et pour les jeunes générations, si on veut aller un peu plus loin dans quelque chose de plus individuel, ça s'est arrêté? Ah non. Eh bien, il y a un autre terme qu'on appelle éco-agnosie. Et ça, c'est un terme qui est aussi intéressant parce que donc là, c'est agnosie dans le sens de ignorance. Et donc, l'éco-agnosie touche principalement les plus jeunes qui ne connaissent radicalement pas le milieu dans lequel elles vivent. Et donc, ça a des effets, et on en parlera, j'imagine, après, de liens au niveau psychologique, au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Là, il y a forcément des phénomènes, des liens. Voilà, je peux dire déjà ça. Justement, Charlène et Justine, vous accueillez toutes les deux des publics. Justine plutôt des publics enfants à travers la MJC, Charlène, on va dire tous les publics. Quel est le rapport du public à la nature que vous accueillez? Est-ce que dans les publics que vous accueillez, vous retrouvez ce qu'est en train de définir Johan? Qu'est-ce que vraiment ces publics auraient perdu par rapport, on va dire, au passé? Justine. Alors c'est vrai que nous, à la MJC, on a différents publics. On a principalement des enfants, grâce à un projet qui s'appelle Jardigone et qui accompagne le public scolaire sur de la découverte de la nature en ville. Et c'est vrai que les retours qu'on a, c'est sur une classe de 30 enfants, par exemple, on va avoir un seul enfant qui va avoir de l'expérience dans le rapport à la nature, dans le rapport du fait que la terre, ça ne salit pas, que le ver de terre, ça ne mord pas non plus. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'il y a vraiment une différence entre les enfants et l'absence totale de connexion justement au vivant, que ça soit principalement sur les plantes. C'est vrai que les animaux, c'est un peu plus concret pour eux, mais au niveau des plantes, c'est vrai que ça va mettre plus de temps pour se développer, donc c'est moins concret pour eux, et ils vont moins avoir cette sensation qu'il y a un être vivant devant eux.
Ensuite, au niveau des adultes, donc on a des jardins partagés et les adultes qui fréquentent nos jardins, c'est plutôt un public qui a l'habitude d'aller en dehors de Lyon, qui a un rapport à la nature qui est déjà bien ancré et en fait qui cherche à retrouver cet ancrage dans leur quartier, en bas de leur immeuble, à proximité d'eux. Donc il y a vraiment une différence entre les enfants qu'on va accompagner et les adultes qu'on va aussi accompagner, mais du coup de manière très différente. Donc voilà, il y a plusieurs publics et il faut s'adapter aux relations de chacun. Donc là, on retrouve un peu l'éco-agnosie dont parlait Tout à fait, Joanne. oui, tout à fait. Charlène? Alors moi, je remarque déjà une grande disparité en fonction de où se trouvent les personnes avec lesquelles on agit. Donc nous, comme Action, notre association, on accompagne le lien à la nature en ville, en fait, en partant du besoin de nature pour la santé et la conscience écologique. Et on mène des actions vraiment à l'échelle de la métropole de Lyon. Donc je remarque que, par exemple, il y a des personnes qui vivent parfois dans des quartiers très minéraux. Je pense notamment à certains quartiers prioritaires, où là, il y a des personnes qui sont en difficulté déjà rien que d'accéder en fait, à des espaces naturels. Et il y a un enjeu à déjà repérer, ne serait-ce que les petits parcs urbains, les squares à proximité, où ils peuvent quand même trouver une expérience quotidienne. Donc on accompagne aussi là-dedans vers la découverte aussi d'initiatives, des fois par exemple de maraîchage urbain, ou de mettre en lien avec des acteurs aussi, type jardiniers, etc. Parce que c'est des personnes des fois qui simplement des fois ne voient plus l'intérêt de sortir. Et là, c'est quand même assez problématique, même comme enjeu de santé publique. Après, même en termes de santé mentale, physique, enfin voilà. Et puis surtout de connaissance de la biodiversité à proximité de chez soi. Donc voilà, une première chose. Après, il y a des personnes qui vivent beaucoup plus proches d'espaces naturels. Je pense par exemple ici, il y a le territoire des Monts d'Or, avec lequel on travaille souvent. Et mais pour autant, ça peut être des personnes qui ont un jardin, ou etc., mais avec parfois un rapport à la nature très maîtrisé, très contrôlé. Voilà, il faut que la pelouse soit bien tondue. Et finalement, c'est aussi un rapport à la nature qui est intéressant d'aller questionner, d'aller mettre en mouvement. Donc je pense que tu parlais tout à l'heure du côté culturel, c'est vraiment comment on fait des actions toujours en groupe. Il y a cette idée de questionner notre rapport à la nature aussi en partant d'expériences en commun. Et voilà. Si, mais pour continuer justement, et tous les trois, vous pouvez, je pense, répondre à cette question, c'est finalement, au niveau de l'enfance, est-ce que cette connexion à la nature, elle a un rôle fondamental d'un point de vue de la santé ou de la psychologie même de l'enfant? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que ça a un impact, forcément, parce que du coup, le lien se crée beaucoup plus tôt et du coup, accru la sensibilité, soit aux plantes, soit aux animaux. Après, c'est pas une fatalité. Moi, je viens d'un milieu urbain. J'ai grandi à la ville. Et en fait, j'ai découvert sur le tard la nature il y a peut-être une dizaine d'années. Ma première rando, c'était il y a 10 ans. Et en fait, il n'est jamais trop tard pour justement créer ce lien. Et peu importe le milieu dans lequel on a évolué, en fait, il faut juste être assez curieux et puis aussi remettre un peu en question ses préjugés ou ses avis sur les choses. Enfin, on a des jardins partagés. Moi, j'étais comme tout le monde, j'avais une idée très arrêtée que c'était bien carré. Et en fait, je me suis renseignée, j'ai découvert. Et maintenant, notre jardin, c'est un îlot de biodiversité incroyable. Et en fait, je ne vois pas un jardin autrement. Je sais qu'il y a différentes manières d'aborder les choses, mais j'ai su me remettre en question. Donc, c'est important qu'on l'ait dès l'enfance. Mais ce n'est pas grave si on n'y a pas accès au début. Pour autant, est-ce que ce rapport à la nature pendant l'enfance, est-ce qu'il a une incidence plus tard quand on est adulte sur la manière de préserver l'environnement qui nous entoure? Est-ce que c'est un facteur de mobilisation ou pas? D'intérêt pour les enjeux, pardon. Quand j'avais justement rédigé le livre, là, j'ai passé en revue beaucoup de recherches et je suis quand même tombée sur pas mal d'études qui montraient que les expériences de nature pendant l'enfance contribuent à prendre soin de la nature tout au long de la vie. Et c'est aussi ce qui joue dans notre construction de notre rapport au monde, en fait.
Donc, moi, je repère, quand je questionne des enfants sur qu'est-ce qu'ils mettent derrière le mot nature, ce qui m'avait surpris, c'était de voir que assez jeune, autour du CP, enfin ça c'était une étude, on va dire maison, que j'avais fait sur 150 élèves du CP au CM2 à Vénissieux, donc voilà, qui n'avaient pas forcément une expérience quotidienne importante avec leur famille. Et j'avais repéré qu'en CP, ils disaient, pour moi, la nature, c'est pour vivre, pour respirer, c'est comme nous. Et souvent, plus les âges montaient, et après, j'arrivais au CM2 avec beaucoup plus de diversité dans les réponses, mais aussi des choses surprenantes comme la nature, c'est pour nous, parce que les abeilles, elles font du miel. Donc une notion d'utilité parfois, une notion aussi de quelque chose. Je me souviens d'un enfant qui avait dit la nature, c'est comme dans Koh-Lanta, il faut survivre. Donc là, on sent que ça faisait pas trop partie de son quotidien. et voilà, il y a des choses surprenantes qui peuvent nous sortir. Ou alors la nature, c'est des bateaux, c'est un lac pour se reposer. Enfin, il y avait en fait un rapport finalement plus culturel qui s'était construit, mais en quelques années, si on regarde du CP au CM2, et avec quand même un rapport d'utilité à la nature qui s'était un peu glissé. Voilà, ça m'avait interpellée en tout cas. Ça me fait penser à une étude du CG2D justement qui demandait à chaque intervenant, enfin à chaque personne interrogée, quelle définition on mettait derrière le mot nature, et on s'aperçoit que le vocabulaire est effectivement très large. Je me tourne vers vous, Marion et Pierre. Je voudrais savoir justement, là on a évoqué un petit peu l'importance du végétal pour les publics, d'une manière globale, l'importance de la nature, et je voudrais savoir, vous, au sein de Miribel, qui est un parc très fréquenté par les Lyonnais, quelle importance a cet accès à la nature pour le public local? Et puis, si, comme on l'a introduit tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a quand même un quart des citadins dans les grandes métropoles qui n'ont pas accès à la nature. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre hors sol aujourd'hui, où il faut absolument accompagner un accès à la nature et que c'est limite un droit fondamental? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je suis persuadé que c'est un droit fondamental et que c'est un droit fondamental qui est bafoué. Alors après, je laisserai peut-être plus Marion parler spécifiquement du Grand Parc, puisque j'ai plein d'autres exemples avec les espaces naturels sensibles de la métropole, avec les sentiers de randonnée que nous gérons. D'effectivement, ce contact avec la nature pour des gens qui n'en ont pas les codes, qui ont perdu les codes. Donc ils ont effectivement envie, et ça vraiment on l'a vu à la sortie du premier confinement qui avait été très strict, les gens sont restés enfermés chez eux pendant 2 mois, donc ils avaient vraiment besoin. Alors c'était peut-être un besoin qui était plus hygiéniste qu'autre chose, mais en même temps ils avaient effectivement entendu, dans les villes il y avait beaucoup moins de bruit, donc on entendait des oiseaux qui se remettaient à chanter en ville. Il n'y a pas eu plus d'oiseaux à ce moment-là, on n'a pas eu de génération spontanée bien évidemment, mais du coup les gens ont envie d'aller et les gens sont sortis en masse et sont allés dans la nature avec tous les excès que ça peut représenter. Et je ne parle pas de mes usages qui sont volontaires, mais parce que les gens n'ont pas les codes, se promener dans un champ de céréales qui fait 20 cm, c'est normal puisqu'on marche bien sur les pelouses en bas des immeubles ou dans les squares. Et c'est vraiment d'arriver à redonner ces codes-là. La nature n'est pas juste un endroit de défoulement, n'est pas juste un endroit de loisirs, de sport, mais qu'on doit effectivement s'y reconnecter. Et ça, c'est un enjeu qui est évidemment très très fort. Donc, il nous faut aussi jouer un petit peu aux gendarmes, c'est pas toujours facile, avec ces gens qui ont vraiment besoin de ça. Ça veut dire qu'il faut repenser un petit peu les accès dans les ENS. Les ENS de la métropole de Lyon ne sont pas immenses, mais ça représente quand même 21% du territoire de la métropole. Donc il y en a quand même pas mal, mais que tout le monde n'arrive pas au même endroit, parce que bien évidemment tout est piétiné, tout est abîmé de façon involontaire, parce que les gens créent des chemins, et que quand vous avez des milliers de personnes qui marchent dans ces endroits-là, c'est juste énorme. Et après, ces espaces-là, ce n'est pas forcément les espaces les plus sauvages qui sont recherchés. Ça aussi, c'est assez étonnant.
L'année dernière, l'endroit le plus fréquenté par les randonneurs, c'est le NS des Grandes Terres, c'est une plaine agricole, céréalière, Fézin, Vénissieux, Corbat. C'est là qu'on a compté, parce qu'on a des compteurs, hein, c'est là qu'on a compté le plus de personnes à la journée. L'appréhension de la nature est très différente selon les gens. Les gens peuvent se promener au milieu de champs de maïs, d'orge ou de tournesol, et pour eux, c'est déjà la nature. Et pourtant, ici, malheureusement, ils vont entendre une alouette ou deux. Peut-être, s'ils ont de la chance, ils verront un papillon, et puis ça s'arrête à peu près là. Alors qu'il suffirait qu'ils aillent un petit peu plus loin, ils auraient des arbres, ils auraient effectivement des tas d'insectes, ils auraient des oiseaux avec des champs d'oiseaux, ils auraient la chance de voir des lapins, des lièvres, peut-être un renard. Mais voilà, après, il y a des niveaux de nature, et il faut vraiment qu'on arrive à passer de l'hygiénisme à vraiment cette recherche de nature. Mais cette recherche de nature, par contre, elle nous est très demandée à nous, élus locaux, à l'intérieur des villes, où les gens veulent absolument, alors pas forcément toucher de la nature en vrai, mais en avoir les services écosystémiques. Bien évidemment, de la biodiversité, ça c'est une demande comme ça, mais qui n'est pas si partagée que ça. Au jour d'aujourd'hui, ce que les gens nous demandent, c'est de retrouver de la fraîcheur l'été. Et vraiment, nous, on revoit tous nos systèmes de plantation de façon à ce qu'on soit le plus efficace possible pour perdre quelques degrés dans les rues, dans les quartiers. Et c'est vraiment cette recherche-là. Et du coup, on a multiplié nos plantations. La métropole plantait entre 1200 et 2000 arbres par an au cours des 2 derniers mandats. On en a planté 52 000 cet hiver. Donc on plante beaucoup plus, mais surtout on plante complètement différemment. Ce n'est pas le nombre de tiges qui va faire la différence de température, qui va modifier un microclimat. J'en suis pas encore à penser qu'on va modifier tout le climat de la métropole. Je n'ai pas encore pris le melon à ce point-là. Hein. Mais voilà, donc c'est vraiment les gens savent maintenant que la nature va très très mal, que l'effondrement de la biodiversité, ce n'est pas un délire d'écolo, que le dérèglement climatique, c'est vraiment maintenant, et c'est plus que jamais maintenant, et les gens ont peur de ça. La sécheresse, ils s'en fichent. C'est un truc, ça touche les botanistes, ça touche les agriculteurs, ils s'en fichent un peu. Mais la canicule, ça c'est vraiment le truc qui fout la trouille. Est-ce qu'au-delà de ces facteurs un peu climatiques, est-ce que vous pensez que le végétal a un rôle à jouer sur la santé des habitants, en fait, qu'elle soit physique ou psychologique ? Alors moi, ça, j'en suis complètement persuadé. Alors psychologique, c'est bien sûr évident. Alors souvent, les gens nous disent il faut planter des arbres parce qu'il y a du bruit, il y a une route, peu importe ce qu'il peut y avoir derrière. Et on sait que ça n'a pas d'effet. Si vous mettez un sonomètre à cet endroit-là et vous le mettez là où il n'y a pas d'arbres, vous aurez le même résultat. Pourtant, psychologiquement, vous avez effectivement une sensation de moins de bruit et du coup, vous êtes mieux. Et rien que pour ça, c'est important de planter des arbres. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est vraiment qu'est-ce que ça va apporter aux individus. Et ça, c'est quelque chose d'important. Après, sur la santé, bien évidemment que c'est important. Alors après, très régulièrement, et bien évidemment en ce moment, le pollen. Donc voilà, les végétaux ont du pollen, on découvre ça, et du coup, les gens sont allergiques, mais ne sont pas allergiques à cause des végétaux et à cause du pollen, mais sont malheureusement allergiques à cause des pollutions qui font qu'on est beaucoup plus sensible. Passer ce cap-là, qui dure quelques semaines, vraiment, les gens veulent vraiment du végétal. C'est assez évident. Moi, je supprime des places de stationnement pour planter des arbres. À part 2-3 râleurs, ça se passe vraiment bien. Et j'ai un collègue qui supprime des places de stationnement pour faire des pistes cyclables. Et c'est des émeutes, c'est des conseils municipaux qui se révoltent, c'est des pétitions, c'est des articles dans la presse. Eh ben, je n'ai pas ce souci-là quand je plante des arbres et des arbustes. Donc, quand même une petite demande, c'est intéressant. Il y a un sondage du Commissariat général au développement durable en 2020 qui montrait une plus grande déficience de contact à la nature en fonction du revenu des ménages, et notamment pour les revenus les plus faibles, où a priori il y aurait le moins de contact à la nature. Est-ce que vous avez pu observer d'autres facteurs qui jouent finalement sur cet accès à la nature, en tant qu'animateur ou en tant qu'organisme qui accueille du public?
Oui, moi j'observe effectivement déjà en fonction du lieu d'habitation des personnes. Comme je disais tout à l'heure, il y a des quartiers où c'est plus ou moins facile de trouver des expériences de nature près de chez soi. Et voilà, il y a certains quartiers où ça demande un effort d'attention, vraiment d'aller à la recherche du vivant. Donc c'est aussi un exercice en fait qu'on fait avec les habitants, hein, d'aller chercher les plantes le long des rues, d'aller, disons, renouveler la curiosité en fait déjà pour le vivant qui est encore là à proximité. Après, il y a un autre facteur que le lieu d'habitation, et puis de toute façon c'est en lien avec le revenu aussi, hein, les parcs à plus de 100 mètres. Non, il y avait une étude qui montrait ça par rapport au parc urbain. En fait, donc les logements, plus on est près d'un parc urbain, plus c'est cher en fait, et donc c'est aussi en lien avec les revenus. Après, moi, je vois aussi un facteur lié au genre qui m'a surpris en fait en pratique, et notamment d'autant plus dans des quartiers prioritaires où je vois qu'il y a des femmes qui n'osent pas sortir seules et en fait qui se privent d'un accès à la nature aussi. Donc là, elles sont contentes de pouvoir trouver des groupes pour pouvoir y aller, ou alors découvrir des lieux et y retourner ensuite avec leurs proches. Mais voilà, il y a aussi un facteur de genre qui est souvent assez peu pris en compte, j'ai l'impression. Voilà, je ne sais pas si vous voyez d'autres facteurs. Nous, on voit beaucoup le facteur générationnel. Lorsqu'on fait nos séances jardigone avec les enfants, on demande à ce que des parents soient présents. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite si les parents ont eu une expérience nature, ont été sensibilisés. Et du coup, c'est vrai que l'attitude des enfants est très ressemblant à celui des parents. Du coup, moi, je dirais qu'il y a vraiment un gros impact sur justement la relation qu'ont eu les parents avec le vivant, avec la nature, et si les enfants ont eu accès à ce moment-là. Est-ce que j'ai le droit de revenir sur la question juste d'avant? Bien sûr. C'était juste pour compléter au niveau de la santé. Et en fait, on voit que le lien, le contact avec le vivant, avec la nature, est fondamental en tout cas pour une bonne santé, à la fois une santé pour l'être humain, mais aussi quand on prend dans un schéma systémique, dans un schéma plus global, en fait, ça participe à une bonne santé, on va dire, écosystémique. Et de manière individuelle, lorsque on est en contact, par exemple en forêt, ça n'a rien à voir physiologiquement que lorsque on se promène de la même manière en ville. Mais rien à voir du tout. Il y a des études qui montrent qu'une heure de promenade pour se vider la tête, admettons, parce que la ville nous donne beaucoup de stress. La ville est un producteur de stress. Donc on est beaucoup agressé en ville. Et donc une heure, donc l'étude c'était ça, on avait pris deux populations d'étudiants, on leur a dit, vous allez vous promener une heure en ville, vous allez faire un petit tour, donc c'était défini. Et puis les autres, on leur a dit, là vous allez faire une heure, mais dans un parcours qui était plutôt pas en ville même, mais juste à côté, enfin pas la campagne, mais c'était... je ne sais plus, une forêt, mais je ne sais plus exactement comment c'était. Et en gros, on a mesuré le taux de cortisol, donc, qui permet de voir en fait le taux de stress physiologiquement. Et en fait, cette étude montre que les personnes qui avaient marché une heure en ville avaient le même taux de cortisol, donc n'avaient pas baissé, n'avaient pas diminué en fait leur niveau de stress d'une certaine manière, alors que celles et ceux qui avaient fait cette marche en pleine nature ou en forêt avaient justement diminué drastiquement leur niveau de stress. Et donc en fait, c'est pas anodin. On sait aujourd'hui, et vous le savez sûrement mieux que moi, que les arbres émettent des phytoncides, etc., qui agissent physiologiquement sur notre système nerveux, qui fait aussi, c'est des réactions en chaîne en fait. Et on sait aussi que la présence de verre, la présence de végétal adoucit nos comportements, augmente notamment dans les classes, ça on le sait aujourd'hui, il y a des études en psychologie environnementale qui montrent qu'une classe ou un bureau avec la présence
d'un végétal favorise en fait la créativité, alors j'aime pas dire la productivité parce que ça rentre dans un modèle que je ne défends pas ici, mais en tout cas dans ces études-là, ça montrait une meilleure concentration, des comportements prosociaux plus prononcés. En fait, c'est vraiment intéressant de se rendre compte que la simple présence, le simple contact avec le vivant a des conséquences énormes, point de vue physiologique, point de vue santé mentale, santé émotionnelle, etc. Et pour justement rebondir après avec l'accessibilité, eh bien, étant donné que nous sommes dans une société qui favorise d'une certaine manière, même si ce n'est pas dit, des inégalités, les inégalités sont là, eh bien forcément l'accès à le retranchement, le fait qu'on mette de côté certaines personnes qu'on ne favorise pas, et puis aussi culturellement, eh bien, on ne montre pas en fait culturellement que c'est bon d'être au contact de la nature. Bien forcément, ça ne tombe pas du ciel. En fait, hein. Le fait de se dire, tiens, je vais aller me promener 1 heure dans la forêt, ce n'est pas quelque chose qui vient à l'esprit quand on a plein de choses en tête, une surcharge mentale, un boulot mal payé ou des enfants à gérer. Enfin, quand on est débordé, on ne pense pas à ça. Voilà ce que je peux un peu dire. Alors peut-être qu'effectivement la demande d'accès à la nature n'est pas, on va dire, réfléchie, spontanée, intellectualisée, mais par contre peut-être qu'elle existe quand même comme un besoin ressenti, un manque, et d'un seul coup on a envie de prendre l'air tout simplement. Et justement cette envie de prendre l'air, qu'est-ce que ça occasionne finalement sur des espaces adjacents comme ceux qu'on a autour de Miribel-Jonage, qui est quand même aux portes de Lyon? Pour ceux qui ne connaissent pas, Marion, vous pourriez peut-être présenter en 2 mots le Grand Parc, mais qu'est-ce que ça occasionne finalement ce besoin de nature sur un espace comme celui-ci? Oui, juste 2 mots pour situer le Grand Parc Miribel-Jonage. Donc on est à l'est de Lyon, dans l'ancienne plaine alluviale du Rhône. Donc c'est une île entre le bras court-circuité du Rhône pour alimenter une centrale hydroélectrique. On est en périphérie de la métropole de Lyon. On a 4 millions de visiteurs par an, avec des pics journaliers en été à 50 000 personnes. Donc une fréquentation quand même très importante. Il y avait eu une stratégie d'accueil du public qui avait été pensée il y a bien 20 ans, je pense, maintenant, où il y a un gradient ouest-est. Donc ouest, on est en proximité des secteurs plus urbains, où là, il y a des accès voitures, il y a des plages, il y a une base de loisirs. Donc là, il y a une forte fréquentation, beaucoup d'aménagements, et plus on va vers l'est, et plus on va être sur quelque chose de plus sauvage, naturel. Bon, les mots, on pourrait en parler, mais et où du coup, jusqu'à présent, cet équilibre fonctionnait. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est aussi ce site. En fait, on est un site Natura 2000, on est un ENS, on est SNIEF. Il y a quand même une très très forte diversité. Et en fait, aujourd'hui, là, on sent que l'équilibre ne tient plus. On sent une dégradation de certains milieux qui n'étaient pas fréquentés ou très peu jusqu'à présent, avec l'effet Covid, le développement des loisirs de plein air, vraiment, hein, la course à pied, le VTT. Alors, on a aussi le paddle en usage libre, qui est un vrai sujet sur les lacs. Et donc concrètement, sur la végétation, sur les habitats, ça va être le piétinement, hein, ou l'installation de pique-niques qui vont vraiment détruire des habitats et des plantes. On va aussi avoir du dérangement plutôt pour la faune. Et puis on va retrouver des déchets dans des zones où avant c'était pas un sujet, où du coup il n'y avait pas besoin de faire de collecte. Il y avait pas, voilà. Donc ça va être les grandes problématiques actuelles. Ouais. Donc d'un côté, finalement, on peut considérer qu'il y a des espaces qui sont très fortement fréquentés, qu'il y a une forte pression sur la biodiversité. De l'autre, on constate également qu'il y a un besoin de nature qui est physiologique, où les gens ont besoin en fait d'être au contact de la nature. Comment on réconcilie un petit peu ce paradoxe, quelque part, où d'un côté, effectivement, on a un public qui est déconnecté de la nature, et on sait que cette déconnexion va l'amener à être complètement indifférent aux enjeux de biodiversité, et puis de l'autre,
Bien sûr, quand on les amène trop en nature, ça peut avoir des impacts assez forts sur la biodiversité. Comment on réconcilie un petit peu ces deux aspects? Est-ce que vous avez une idée de la manière dont on pourrait mobiliser le public pour investir les lieux sans le dégrader? Je me tourne d'abord vers vous, mais voilà, ça peut être aussi Pierre et Marion qui répondent à cette question. Je vais peut-être y aller, oui. Allez, Pierre. Il y a déjà tous les efforts qui sont faits sur l'éducation à la nature. Alors moi, je regrette un petit peu que, je ne sais pas, peut-être 90 ou 95% se concentrent uniquement sur les enfants et pas suffisamment sur les publics adultes. Et je parle bien de public adulte, pas de grand public, j'aime déjà pas trop ce terme, parce que là, c'est les balades familiales et tout. Mais on a vraiment besoin de former des adultes. Parce que je suis âgé maintenant et qu'il y a 40 ans, quand on a commencé à avoir des animateurs nature, on disait on va former les enfants parce que c'est eux qui seront aux manettes plus tard. Mais sauf que maintenant, ils sont aux manettes, ces gens-là, mais ils ont oublié. Et donc, je pense qu'il y a vraiment besoin de piqûres de rappel parce que nos enfants, enfin moi, maintenant mes petits-enfants, on leur laisse quand même une planète sacrément dégradée. Donc, on a vraiment besoin de le voir autrement. Mais après, on a effectivement différents gradients et on a parlé de ces problèmes de surfréquentation. Donc, il faut qu'on puisse l'encadrer. Sur la métropole, donc on démarre ce mois-là, dans une dizaine de jours, la mise en place d'éco-gardes. Donc, ce sont des volontaires, des bénévoles qui vont être équipés un petit peu comme des gardes. Ils auront une tenue, ils auront une voiture et ils vont tourner dans 5 ENS qu'on a choisis en essayant d'être à peu près représentatifs pour que ces gens aillent au contact justement des promeneurs en leur expliquant. Ils ne sont pas là pour verbaliser, ils ne sont pas là, ce n'est pas des gardes champêtres, c'est vraiment des gens qui vont aller à la rencontre des gens pour essayer de leur donner les codes qui n'ont pas, c'est même pas qu'ils les ont perdus, ils ne les ont jamais eus. Donc c'est une façon, je ne suis pas sûr que ce soit la seule, c'est en tout cas quelque chose qu'on explore. On est allé voir dans différents départements ce qui se faisait. On a choisi ce modèle, cette expérimentation-là. Si ça fonctionne, on ira plus loin l'année prochaine et on adaptera surtout au contexte. C'est évident qu'il y a un espace très agricole, très céréalier. On ne va pas faire les mêmes choses que dans les Monts d'Or ou sur les bords du Rhône, dans une ripisylve. Mais je pense effectivement qu'on aille au contact des gens pour leur apporter et pas attendre que les gens viennent à notre contact. Oui, je peux aussi rajouter qu'on sait aujourd'hui, il y a pléthore de pratiques à mettre en place. On le voit, on peut s'inspirer d'autres pays en fait, ou la manière pédagogique dont les peuples autochtones ont pour parler en fait de ça, pour engager leur jeune génération. On peut s'inspirer en fait aussi de visions non occidentales, qui est très très riche. Mais aussi, on sait que en fait, le fait d'emmener des gens au contact de la nature, au contact du vivant, ne suffit pas pour inscrire de manière durable ou de changer les comportements pour aller vers des comportements plus respectueux, plus harmonieux, qu'on peut qualifier de pro-environnementaux. En fait, ça c'est utile, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi emmener un autre ingrédient qui est la conscience de notre interdépendance. Et ça, c'est fondamental, en fait. C'est montrer ici, localement, mais aussi globalement, notre interconnexion. Le fait que ce qu'on fait dans le local a une conséquence dans le global a une conséquence dans le local. Et en fait, c'est à la fois le contact avec le vivant, plus le fait de montrer consciemment, de faire prendre conscience de ça. Et là, il y a un cocktail qui permet une inscription plus profonde dans le changement des comportements, à la fois individuel mais aussi collectif. Et ça s'accompagne aussi avec le lien émotionnel. En fait, tout à l'heure, c'était Aurélie, j'ai oublié son nom, qui parlait du récit. En fait, on s'inscrit là-dedans. On sait que le récit, notre vie en général, est façonnée par le récit. Donc, c'est aussi un moyen de passer pour
créer du lien émotionnel. Et en impliquant les personnes dans ce qu'on fait, l'aménagement. En fait, c'est créer, dans toutes nos pratiques, c'est mettre une pédagogie qu'on appelle, au collège Schumacher, il y a la pédagogie tête, corps, cœur. C'est-à-dire il faut qu'on parle à la tête, qui est fondamentale et qui est, on va dire, le plus utilisé dans notre société occidentale. On parle qu'à la tête. Et ça, il y a des conséquences, il y a des limites à ça, et on voit les conséquences aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'on descende et qu'on touche le corps, c'est-à-dire impliquer plus les mains, les pieds, tous nos sens, en fait. Et le cœur, qui est en fait ce lien émotionnel, ce lien psychologique, parce qu'on se rend compte que quand on prend 2 minutes et qu'on aborde la question de l'intérieur et l'extérieur, on se rend compte que, en fait, on est poreux. On n'est pas juste une enveloppe comme ça, sans lien avec l'extérieur. Et donc montrer en fait que une tomate que je mange en hiver, alors certes, ça reste bon, mais c'est pas d'une certaine manière normal, et que mon rapport à la tomate sera complètement différent que si je la mange en plein été. Donc en fait, voilà, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et toutes ces pratiques, donc il y en a plein, je ne peux pas les citer, mais si on arrive à articuler la tête, le corps et le cœur, déjà on va dans une bonne direction, à mon sens. Oui, je voulais rebondir là-dessus, parce qu'en fait, on se pose des questions autour de l'amnésie environnementale, et moi, ça me donne envie de revenir sur en fait, notre mémoire, comment elle fonctionne, et qu'est-ce qui va faire qu'on va vivre des expériences de nature qui vont marquer notre mémoire à long terme. Et en fait, on se rend compte que les expériences qui nous restent le plus dans la durée, c'est des expériences sensorimotrices. Donc, tu as abordé la question des sens aussi, comment vivre avec notre corps. Si on demande à des personnes très âgées de nous raconter des souvenirs de leur enfance en lien avec la nature, ça va être par exemple quand elles grimpaient aux arbres avec leurs frères et sœurs, qu'elles s'allongeaient dans l'herbe, regardaient les étoiles, enfin, etc. Après, vous avez sûrement des expériences en tête qui peuvent vous revenir également. Mais je pense qu'il y a un enjeu dans nous, les expériences qu'on propose à vivre avec des publics, de vraiment prendre en compte cet enjeu, parce que c'est ça aussi qui participe à construire une conscience écologique. C'est de pouvoir se sentir faire partie de l'écosystème. Et ça, ça passe pas que par le visuel ou le fait de nommer. Il y a vraiment cette expérience. En fait, dans une boucle des apprentissages, on part d'une expérience vécue, voilà, sensorimotrice, qui nous fait émerger de la curiosité. Et à partir de cette curiosité, on peut aller chercher, développer de la connaissance. Et bien souvent, en fait, c'est cette étape-là de contact, de sensoriel, de moteur qui reste déficitaire dans le quotidien. Mais aussi en termes on a parlé d'accès à la nature, mais aussi en termes de temps, d'attention concret que les personnes s'accordent en fait à vivre ces expériences de nature. Et donc c'est autant une question de lieu pour moi qu'une question d'habitude de vie. Et voilà, j'avais juste envie de soulever ça. Très bien, merci Charlène. On va creuser la question. Je voudrais, je vais vous provoquer un petit peu, je me tourne plutôt vers vous. Ça fait quand même des dizaines d'années qu'on fait de l'éducation à l'environnement en France. Il y a eu beaucoup de publics, et peut-être que vous en faites partie, à avoir vécu, on va dire, une expérience de sortie nature, une expérience peut-être de nature à l'école. Pour autant, on n'a pas l'impression d'avoir un bouleversement sociétal. On n'est pas encore là, en tout cas. Il n'y a pas un switch qui se fait aujourd'hui. Et à votre avis, qu'est-ce qui manque en fait à cette politique d'éducation à l'environnement pour qu'on arrive à mobiliser le public vraiment sur les enjeux de biodiversité aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est d'ordre psychologique? Est-ce que c'est d'ordre culturel, social, économique, que sais-je? Est-ce que vous auriez une réponse à cette question? Justine. Moi, je dirais que c'est sur la continuité de l'apprentissage, parce que voilà, par exemple, nous, on accompagne de 3 à 8 ans, mais à 8 ans, on ne fait plus de jardigone. Donc, on voit l'évolution des enfants sur ce laps de temps-là parce qu'on suit les classes. Mais après, nous, on n'a plus l'accès, on ne peut plus, en tout cas, transmettre de savoir. Donc, je pense que c'est vraiment sur la continuité de l'apprentissage où il faudrait qu'en fait, toutes les classes puissent bénéficier d'une expérience nature, même si c'est 3 fois dans l'année. En fait, les 3 fois dans l'année, ils vont s'en souvenir. Et si on répète ça tous les ans, tout au long du parcours scolaire,
c'est vrai que je suis sûre que ça aura un impact. Après, nous, il nous est déjà arrivé de recroiser des personnes qui avaient participé au projet, parce que le projet a une vingtaine d'années, donc ils ont eu le temps de grandir. Et il y a des souvenirs. Il y a des souvenirs parce que en maternelle et puis après en primaire, ils ont eu cet apprentissage-là. Donc je dirais que c'est plus sur... il faudrait que tout le monde ait accès à ça et que ça ne soit pas juste limité à quelques personnes. Moi, je peux rajouter aussi que cette question, elle est difficile à répondre parce qu'elle est complexe. Et je pense qu'on ferait une erreur si on allait chercher une origine particulière. En fait, si tu poses cette question à des gens qui sont qui font de la psychologie, ils vont te dire c'est psychologique. Si tu poses cette question à quelqu'un qui fait de la qui est un anthropologue, va dire non mais c'est culturel. En fait, chacun va dire va tirer la couverture et va dire en fait ça vient de ma discipline, donc je suis là. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait c'est complexe. Ça veut dire qu'en fait c'est entremêlé. Cette question-là, pourquoi ça va pas aussi vite? Pourquoi on n'arrive pas à impulser des mouvements? Parce que justement il y a un enchevêtrement entre l'individuel, le psychologique, l'émotionnel. On n'a plus de lien concret au vivant, mais ça, c'est pas isolable du fait culturel, du fait sociétal, la marche en avant qu'on vit à l'heure actuelle. Et en fait, ça se renforce, l'un et l'autre se renforcent. Donc, c'est hyper délicat de dire ça vient d'un secteur plus qu'un autre. En fait, c'est tout en même temps. Et c'est ça qui, à mon sens, est difficile, mais pas impossible. C'est que c'est complexe et on doit se poser les bonnes questions. Quand c'est complexe, il faut aller à la base, à la racine des choses et travailler à la racine. Parce que si on commence à mettre des pansements sur un petit peu par-ci, un petit peu par-là, en fait, on ne fait pas bouger concrètement les choses. Il faut aller à la racine. En écopsychologie, c'est ce qu'on fait. On va à la racine des causes. Et donc, de ça, je pense qu'on a tout intérêt à, alors ça, c'est pas de moi, ça vient d'Edgar Morin, que j'apprécie énormément, mais à vraiment apprendre à penser complexe, à tisser nos différences, tisser nos dimensions. Moi, je suis plutôt dans l'écopsychologie, donc j'essaye d'explorer quelque chose de plus large, de transdisciplinaire, mais on a besoin de ça. On a besoin de dialoguer et de se mettre autour d'une table et, on va dire autour des arbres plutôt que d'une table, et vraiment d'aller au cœur de tout ça pour agir ensemble. Et on voit que, et je m'arrêterai là-dessus, on voit qu'il y a des mouvements en fait qui naissent par-ci par-là. Donc, en fait, c'est juste qu'on a temporellement une vision qui est déformée, c'est qu'on a l'habitude que tout doit aller vite. On a la 5G, bientôt la 6G, et en fait, ça va tellement vite que quand on doit attendre quelques années, en fait, pour nous, on peut pas. Et en fait, quand on revient à la temporalité cyclique de la Terre, en fait, ce qui se passe là, c'est normal que ça prenne autant de temps. Pour moi, en tout cas, c'est normal. Il y a autre chose aussi que je voulais amener sur cette question. C'était le côté du collectif, en fait. Autant nous, en tant qu'association ou botaniste, je ne sais pas, de veiller, par rapport à ce que tu disais, à mettre en place des actions qui vont au croisement des disciplines, en fait, d'aller chercher le croisement des approches pour tenter d'approcher un tout petit peu plus de cette complexité. Et puis aussi de se monter en collectif. Par exemple, sur Lyon, il y a un collectif, là, Éduquer dehors 69. On est 7 associations partenaires et on accompagne les enseignants à faire la classe dehors, aux côtés de l'académie. Donc, ils ont une formation. Ça fait 3 ans qu'il y a 300 enseignants formés dans le cadre de leur formation, du plan académique de formation. Et en fait, c'est aussi, nous, c'est dire comment, au-delà d'une simple animation, on peut aller vers un accompagnement des adultes, qui avait été soulevé tout à l'heure aussi, pour que
eux-mêmes ensuite ils puissent avoir cette confiance d'y aller en fait, souvent au contact de la nature avec leur public de manière régulière. Donc nous on accompagne avec ce collectif des enseignants, mais on accompagne aussi par exemple des centres sociaux ou des MJC à eux-mêmes monter en compétences pour déjà oser aller animer dehors plutôt que toujours en intérieur en fait. Ça commence par là, parce que une fois qu'ils sont en confiance pour aller dans leur zone de proximité, ils peuvent participer avec les habitants du quartier à créer un attachement aussi, comme voilà, vous le faites à la MJC au niveau du jardin, mais voilà, ça peut être aussi au niveau de parcs urbains. Enfin, en fait, il y a un enjeu aussi à diversifier les lieux d'attachement, de proximité, et pour que les personnes développent aussi les codes dont on parlait tout à l'heure, qui ne vont pas venir sur une journée d'animation quand on va loin, ou d'un coup on va tout comprendre comment faire à la nature. Enfin, c'est vraiment un enjeu du quotidien, je pense. Alors peut-être pour aller encore un petit peu plus loin, donc nous on travaille pas mal maintenant sur les solutions fondées sur la nature. Et la semaine dernière, donc j'ai eu l'occasion de promener tout un aéropage de sommités, de l'INRAE, du CNRS, d'universitaires et tout, justement parce qu'on lançait le dispositif Solubiol qui va faire un travail, je l'espère, absolument énorme. Enfin, on prévoit déjà 10 thésards pour travailler dessus et montrer un petit peu des réalisations qui sont des réalisations effectivement où on casse quand même ce que les techniciens, ce que les ingénieurs ont fait dans nos villes depuis des décennies. On désimperméabilise pour que l'eau de pluie, elle rentre simplement dans le sol plutôt que de l'emmener dans les tuyaux, de faire des kilomètres dans des stations d'épuration où on nettoie de l'eau de pluie, qu'on a mélangé évidemment avec de l'eau d'égout, voire de l'eau de process industriels, qui font que dès qu'il pleut, les stations d'épuration sont saturées et au Rhône, on balance de l'eau qui n'a pas eu le temps d'avoir été traitée. On est sur des choses qui sont vraiment toutes bêtes, où on est arrivé à un tel niveau de technicité ou de pseudo-technicité, qu'on plantait des arbres dans des conditions juste incroyables, qui font qu'on a des bonsaïs dans les rues de Lyon, mais je parle de Lyon, malheureusement c'est dans plein de villes, et on était à la Dars Confluence, donc un endroit absolument monstrueux au niveau nature, où si on avait voulu créer un four solaire géant, on aurait fait ça. C'était pas le but, et surtout c'est un endroit qui était complètement désertifié l'été. Il y avait absolument personne. Et quand on est arrivé, d'un des premiers chantiers, un petit peu, c'est pas un très gros chantier, mais un petit peu un chantier un peu emblématique, hein, c'est de faire des trous dans ce béton et d'y mettre des arbres, mais d'y mettre des arbres dans de la terre, tout simplement, mais des arbres les uns à côté des autres, avec des arbustes, simplement pour que ça pousse. Les arbres ont été plantés il y a 3 ans, ils sont aujourd'hui plus gros que les arbres qui ont été plantés il y a 10 ans. Simplement parce qu'on a simplement tenu compte de ça, que du coup ces fosses qui sont ouvertes avec de la terre permettent de désimperméabiliser, donc l'eau rentre là, elle est filtrée par le sol avant d'être rejetée à la Saône. Donc, et c'est assez marrant de retrouver maintenant où il faut qu'on aille chercher vraiment le summum de la science pour des choses qui sont pourtant le b.a.-ba, mais qu'on a complètement nié, et on a mis des fortunes pour faire exactement l'inverse du bon sens. Alors, on va certainement dans le mieux, mais on l'a fait une fois qu'on s'est fracassé contre le mur quand même. Je reviens un petit peu sur le terme de déconnexion ou reconnexion à la nature. Aujourd'hui, les jeunes sont très connectés au numérique. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit finalement d'un vecteur de mobilisation pour justement les amener à des enjeux de biodiversité, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est vraiment néfaste et que finalement cet accès à la biodiversité doit vraiment se faire par le cœur, le corps et la tête? J'avais échangé en rédigeant le livre avec un chercheur qui travaillait sur les expériences de nature médiées par les technologies. Alors ça m'avait interpellée déjà que ça puisse exister, des études pareilles. Et en fait, il m'avait décrit comment, sur une étude de joueurs en ligne, je crois que c'était World of Warcraft, enfin, je ne sais plus un nom. Et il avait interrogé en fait les joueurs pourquoi ils jouaient à ces jeux.
Et il avait été interpellé par un homme qui lui avait dit, moi, quand je finis ma journée à l'usine, que je rentre le soir, que j'ai couché mes enfants, en fait, aller dans ce jeu en ligne et dans les zones qui me rappellent la nature dans ce jeu, c'est ma dose de couleur, quoi. Alors, voilà. Après, à force d'étudier voilà, les profils des joueurs ou même les expériences via, par exemple, les documentaires, ça fait aussi partie des expériences via des écrans finalement, ils se rendaient compte que c'était que des expériences en fait, qui sont optimisées pour qu'on puisse voir, par exemple, dans un documentaire, un animal sauvage de près tout de suite, alors que si on voulait le voir, nous, en vrai, il faudrait passer des heures et des heures, des journées, pour avoir une chance d'observer de près. Et du coup, en fait, c'est pas le même rapport au temps non plus dans les expériences de nature, d'être dans cette consommation d'écran, quoi. Il y avait aussi le rapport au côté imprévisible. En fait, quand on joue à un jeu vidéo ou qu'on est devant la télé, on n'a aucune chance de vivre qu'est-ce que c'est que d'être sous un orage, les sensations que ça peut faire de dormir dehors. Et ça ramène quand même à une autre sensation d'humilité en tant qu'humain, d'habiter sur Terre, que d'avoir cette sensation finalement de pouvoir être toujours en situation de maîtrise de son environnement. Qui peut être un peu accentuée par on va dire une surconsommation du virtuel. Voilà, je voulais juste amener ça. Je ne sais pas si vous voyez d'autres choses sur ce sujet à rajouter. Oui, alors moi, je peux apporter, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et pour moi, il y a plusieurs strates en fait, à regarder. Le premier, c'est ce que tu exposes finalement, que quand on est face à du numérique ou face à la réalité, il y a en fait pas on vit pas la même chose. L'expérience est complètement différente. Même si il peut y avoir des similitudes, il y a des études qui montrent que oui, voir de la nature en vrai ou voir de la nature en numérique, c'est pareil pour le cerveau, blablabla. Certes, mais l'expérience est quand même pas la même. Dans une expérience où on est en pleine nature face à, quand on croise, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de croiser le regard d'un chevreuil, c'est deux secondes, mais c'est du eye contact et ça vaut tout l'or du monde, quoi. Pendant une fraction de seconde, il y a tout qui s'arrête. On est en présence d'un autre être. Et ça, c'est puissant, c'est poétique, c'est beau. J'ai jamais vu quelqu'un avoir me raconter une sorte d'expérience similaire avec un jeu vidéo où il croise un chevreuil, si tant est dans un jeu vidéo qui est un chevreuil. Donc en fait, il y a un appauvrissement énorme à ce niveau-là, qui à mon sens est délétère et qui est le symptôme de notre marche vers le tout numérique, vers quelque chose en fait qui est complètement déconnecté. Et c'est ça qui est marrant d'ailleurs, on utilise les mêmes termes. On est connecté, mais connecté à la 5G. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. Et puis donc ça, c'est la première strate. Et la deuxième strate, c'est que en fait, on ne se rend pas compte. J'ai un ami qui travaille là-dessus, un ami chercheur et enseignant à Grenoble qui travaille là-dessus. Et en fait, on ne se rend pas compte, il s'appelle Romain Couillet, on ne se rend pas compte que de qu'est-ce qu'il y a derrière le numérique, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de tout artificialisé par, médiatisé par en fait un contact avec du numérique. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est énorme. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a de l'interdépendance. Donc, lorsque on met un écran face à nous, cet écran, il ne sort pas de nulle part. Il sort des mines qui sont au Ouganda, où les populations sont exploitées, où il y a toute une vision occidentale qui prône en fait, qui pille et tout ça. Enfin, ça, c'est aussi la réalité. Je veux dire, c'est pas neutre d'augmenter cette envie de numérique et à des fins qui peuvent être louables. On se dit oui, c'est pas mal, ça peut être bien, mais en fait derrière, il y a des conséquences interdépendantes qui sont énormes qu'on ne prend jamais trop en compte. Et donc là, ici, je me fais cette voie-là, mais
c'est hyper délicat d'annoncer ça devant des gens, parce que quand on commence à critiquer, à poser la question, est-ce qu'on en veut de ce monde-là? De quel monde on veut? Quand on commence à poser cette question-là, eh ben on est très vite taxé de oui, toi tu es contre ça, tu veux qu'on retourne à la bougie, enfin on entend plein de trucs et c'est horrible parce que on se permet pas de poser les questions, des questions fondamentales qui est mais est-ce qu'on veut vraiment de ce monde? Est-ce qu'on veut vraiment un truc où nos enfants sont juste là à connaître la girafe qui est sur le smartphone, mais que cette girafe, elle est éteinte depuis des siècles parce qu'on l'a éradiquée. Enfin, c'est horrible en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose les questions de quel monde on veut, quel choix de société on veut et quelle relation on veut avoir avec le monde. Alors justement, quel choix de société on veut? C'est un peu la question qu'on pourrait se poser pour conclure. Plus largement, en fait, si on prenait l'exemple de la métropole de Lyon, quelle action finalement on pourrait imaginer, on pourrait mener en faveur d'un meilleur attachement des citoyens envers le patrimoine végétal, envers la flore sauvage? Et comment on pourrait l'amener vers une plus grande prise de conscience sur l'érosion de la biodiversité? Alors aujourd'hui, on focalise sur l'aspect végétal, mais c'est un peu plus large que ça. Mais si on prenait l'exemple du végétal, par exemple, comment on pourrait amener le public justement à se préoccuper de cette érosion de biodiversité? Comment on pourrait le faire changer? Alors là, donc évidemment, parce que je vous disais tout à l'heure, les gens vraiment ont peur des canicules. Donc mon entrée, lorsqu'il y a des réunions publiques, lorsqu'on rencontre les riverains des rues où on va planter, souvent c'est l'entrée. Et derrière, bien évidemment, il y a la biodiversité. Et les gens sont très en attente de ça. Les gens ne sont pas si coupés que ça. Puis on a surtout la chance d'avoir une thématique qui est tellement belle, quoi. C'est vous emmenez n'importe qui dans un parc, et plus c'est sauvage, plus c'est facile. Et tout le monde va s'extasier à la vue d'un scarabée, d'un papillon, d'un chevreuil. Voilà, donc on a quand même des sujets qui sont faciles à porter. Et il faut simplement qu'on se donne les moyens de les porter. À la métropole de Lyon, jusqu'à ce mandat-là, il n'y avait pas de vice-président à la végétalisation. Il y avait pas, ça n'existait pas. Je suis le premier. Donc, alors tout le monde me dit, mais c'est hyper facile ton boulot, tu plantes des arbres, tout le monde t'adore. Mais pourquoi ça s'est jamais fait avant? Pourquoi il a fallu que ce soit des écolos qui créent le poste? Pourquoi il a fallu créer le poste, donner des budgets, voilà, faire évidemment tout ce qui va avec. Mais les gens ne sont pas si déconnectés que ça. Alors après, on a quand même quelques tabous. Et le tabou, le totem auquel il ne faut pas toucher, c'est la bagnole. On peut se permettre plein de choses tant qu'on laisse les gens rouler dans leur bagnole. Et que ce soit des gros SUV, des machins comme ça, on caricature souvent les automobilistes comme ça, mais ce n'est pas uniquement ceci. C'est vraiment, et là-dessus, c'est là vraiment le problème. C'est un problème parce que, évidemment, ça pollue, ça prend, les routes prennent énormément de surface à nos espaces, parce que ça individualise les gens sont chez eux. On a beau faire des pistes, enfin sur l'autoroute, il y a des voies réservées où il faut être au moins 2 dans sa voiture. Mais c'est tout ça, et quand on aura vraiment, on sera arrivé à casser ça, donc ça commence un peu, on a 13% de voitures en moins dans la métropole de Lyon, on a de plus en plus de vélos, donc on va y arriver, on va changer, mais on est vraiment dans une phase où c'est vraiment dur, mais c'est le seul vrai frein. Sur le reste, vraiment, les gens... Alors encore une fois, c'est trop tard. Il aurait fallu faire ça il y a 20 ans, il y a 30 ans. Hein. Donc il faut maintenant qu'on y aille un petit peu au pas de course. Donc très facilement, on nous traite de dogmatiques, et encore quand les gens sont polis. Mais c'est... Voilà, c'est pas si difficile que ça. Et moi, je regrette vraiment voilà, que la prise de conscience soit arrivée si tardivement. Parce que malheureusement, le dérèglement climatique, même si on arrêtait tout aujourd'hui, il va falloir quand même quelques décennies, peut-être siècles, avant de retrouver un fonctionnement normal sur la planète. Marion, sur le végétal sauvage à Miribel, par exemple, qu'est-ce qui reste à imaginer? Il reste là, il nous reste beaucoup à imaginer. Comme je le disais, on a une stratégie d'accueil du public à revoir. Hein. On a un équilibre là qui ne tient plus, donc on a beaucoup de questions à se poser. Et puis, les réflexions qu'on a aujourd'hui, où
en fait, en discutant avec les éducateurs à l'environnement sur le grand parc ou aux gestionnaires, ça nous pose, on s'interroge énormément parce qu'en fait, il y a, tu le disais tout à l'heure, comment on concilie la préservation et ce besoin de nature. En fait, aujourd'hui, nous, si on se dit il faut qu'on rende le parc accessible à tous les métropolitains, en fait, le parc ne sera plus en bon état. Donc, c'est pas possible, en fait, d'y répondre de cette façon-là. Donc, je pense qu'une des réponses, c'est en effet qu'il y ait de plus en plus de nature partout, à proximité, pour qu'il puisse y avoir ces contacts localement, et puis qu'en fait, de façon plus exceptionnelle, il y ait un accès à une nature plus grande, et peut-être une expérience du coup qui sera forcément différente. Nous, on sait qu'on va devoir travailler à l'encadrement des pratiques, soit vraiment sur des opérations en groupe, mais aussi de trouver des façons de canaliser les flux, parce qu'on sait que les petits aménagements, les barriérages, tout ça chez nous, ça ne fonctionne pas. Donc il faut qu'on imagine, et je pense que là on a un gros travail de benchmark à faire aussi bien chez nous qu'ailleurs, et en croisant un gros travail de pédagogie, de faire ce travail de fond sur le rapport à la nature. Et j'en profite aussi là, sur les questions. Là où il faut qu'on travaille, je pense, c'est justement avoir une attention particulière au rapport au végétal, parce que c'est plus facile de toucher avec les animaux. Tout de suite, les gens savent que c'est du vivant. Alors que j'en parlais avec les deux éducateurs à l'environnement du Grand Parc, vraiment la perception des enfants, des adultes sur le végétal, c'est que c'est joli, c'est un décor, mais c'est pas forcément vivant. Donc il y a un vrai travail à faire sur donner à voir que c'est vivant, donner à voir qu'il y a des interactions avec les animaux, avec nous, et de pas juste regarder le végétal comme quelque chose de figé à un instant T, et qui est quelque chose de joli, d'agréable certes, mais qui est quand même quelque chose qui est dynamique et qui interagit avec nous et avec les animaux. Si les végétaux ont des yeux, vous regardez l'affiche, toutes les petites plantes vous regardent. Un dernier mot, chacun, sur qu'est-ce qui reste à imaginer justement pour mobiliser le public en faveur du végétal. Moi, je pense qu'il y a quand même aussi un enjeu à faire confiance que les personnes qu'on voit à un moment donné sont capables de monter en compétence aussi elles-mêmes sur leur connaissance du végétal, et donc de partager des choses toutes simples qui peuvent leur permettre soit de prendre ce temps-là, soit de connaître des outils qui leur permettent de monter en compétence, des associations, voilà. En tout cas, mettre en lien avec un tissu local aussi, qui leur permettent de monter en compétence au-delà. Il y a un enjeu d'attachement à vraiment un lieu de proximité, avec une sensation de responsabilité aussi, peut-être par rapport à l'évolution de ce lieu, qui ne repose pas seulement sur quelques experts du territoire, mais vis-à-vis des personnes qui l'habitent. Et là, je pense que ça peut faire écho au projet collectif aussi, peut-être dont parlera ce soir Thomas, si vous venez à la conférence. Mais il y a des exemples très concrets. Par exemple, là, si vous allez au Square Mono, qui est à 5 minutes en face de l'ENS, il y a un collectif d'habitants qui s'est formé, qui s'appelle les Compagnons des Pavillons. Et en quelques années, ils ont complètement transformé leur pied d'immeuble, en fait. Et c'est même assez joyeux, créatif. Ils ont aussi fait des fresques. Enfin, c'est aussi comment on embarque le sujet du végétal aussi avec l'imaginaire, avec la créativité, pour que les personnes aient envie. Enfin, comment on peut inclure le rêve aussi, en fait, dans nos animations, pour que les personnes, elles voient le cap vers lequel elles ont envie d'aller. Et ça, il y a plein de manières de le faire, mais en tout cas, par exemple, le sensoriel permet de se projeter vers un avenir désirable d'une manière assez simple, à la manière des conteurs, en fait. On nous raconte des histoires, il y a beaucoup de sensoriel. On peut aussi se raconter comment on aimerait voir évoluer les lieux qu'on habite. Et sans forcément tout aménager, tout maîtriser, il y a déjà ce temps d'observation, du coup, que ça demande au quotidien, mais aussi de se laisser rêver, et à plusieurs, parce que seul, on n'y arrivera pas. Voilà. Je te rejoins là-dessus, parce que c'est vrai que le fait d'avoir un espace, on va dire nature, parce que bon, c'est pas vraiment nature, parce qu'on est en ville, mais nous on le considère comme nature, à proximité, en fait on le voit au quotidien, on le voit évoluer,
vu qu'on parle de temps long, mais là pour le coup, on va passer tous les jours devant un jardin, donc on va voir les différentes saisons qui vont s'y dérouler. Et c'est vrai que ça permet une plus grande implication émotionnelle, mais aussi de prendre soin d'eux. Il y a plus il y a ce lien d'attachement qui commence à se créer, et je pense qu'il est essentiel pour après prendre conscience des choses et apprendre à les protéger en fait. Je plus sois déjà de ce que vous venez de dire. Je suis très nul dans les mots de fin, donc moi, je pourrais juste émettre un souhait à la limite, et ça serait qu'on ait la capacité toutes et tous de trouver notre Georges à nous. Voilà, moi j'ai mon Georges, mais voilà, j'espère que vous avez aussi votre lien, et de permettre de faire vivre ce lien ou la découverte de ces liens à d'autres personnes, et qui renforcent ce lien avec un autre être vivant. Merci ça fonctionne. Merci à vous 5 en tout cas pour vos interventions. On va passer à une petite séquence de questions avec le public, et puis après on enchaînera sur les communications scientifiques. On vous écoute. Je suis certain qu'il y a plein de questions qui ont dû émerger, des réflexions. Oui, une première question. On va vous passer un micro. Vous pouvez vous présenter éventuellement. Oui. Bon, voilà, moi je m'appelle Mathieu, je travaille actuellement à Île-Crémieux, mais j'habite à Vaux-en-Velin, juste à côté du parc du Miribel-Jonage. Je vois très bien la fréquentation et la surfréquentation qui est faite du parc. Je vois aussi qui le fréquente. En général, c'est une île d'espoir pour tous ceux qui n'arrivent jamais à quitter le quartier, en fait. Et donc, je vois très bien qu'est-ce que ça peut apporter de négatif, la surfréquentation, et tout ce qu'il faut faire pour l'éviter. Mais je me demande toujours pourquoi on parle toujours de surfréquentation, souvent, que pour les milieux défavorisés, et on ne parle jamais de surfréquentation sur la mer Méditerranée, en Corse, sur les Alpes, pour le ski. Donc c'est facile de tomber dans un mépris de classe. En fait, je vais parler franco. Si c'est les pauvres qui font des dégâts, ça ne va pas. Si c'est l'aménageur de la piste de ski, le 12e port en 10 km, là, ça passe un peu plus crème. Donc, pour me lier à une autre question, ça a été évoqué sur l'éducation, moi, actuellement, au projet d'ABC auquel je travaille, on a organisé sur 2 ans plus de 150 animations pour les écoles. On voit très bien les animateurs des parcs, de réserves, des communautés de communes, des conservatoires, ils font un travail excellent. Mais est-ce qu'on se pose aussi la question du programme d'études dans les universités, dans les grandes écoles d'ingénieurs? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'ils vont apprendre, ceux qui vont devenir les nouveaux élus, en fait? Parce que ce n'est pas le gamin qui va décider après. C'est quelqu'un qui a 20 ans et que peut-être il a tout oublié avant de ce qu'il a fait à 8-10 ans. Et à 20 ans, il se retrouve à écouter des gens qui ne parlent pas de Georges l'arbre ou de combien elle est belle la coccinelle, quoi. Voilà. Alors, je vais peut-être répondre à la première partie de votre question. Alors, ne pensez pas que quand je parle de surfréquentation, je cible une catégorie de personnes ou une catégorie de milieux. Le milieu, certainement, où on a le plus de problèmes de surfréquentation dans les espaces naturels de la métropole de Lyon, c'est le Val d'Iseron, c'est Francheville-Craponne. Donc, on est plutôt dans des milieux où la population est plutôt aisée. Et c'est là qu'on a des problèmes de surfréquentation dans les milieux naturels, avec des sentiers qui se sont créés de partout, avec du piétinement de partout. Et c'est là qu'on a le plus d'efforts à faire, justement, pour pouvoir accueillir cette population. L'idée, ce n'est pas qu'il y ait moins de monde, mais c'est que le milieu naturel puisse supporter ce monde-là. Le Grand Parc, paradoxalement, même si on a des pics de fréquentation à 100 000 personnes par week-end au mois de juillet, finalement, on arrive à la gérer, cette fréquentation, parce qu'on a des endroits, et notamment le lac des Eaux Bleues, avec des plages qui sont capables d'accueillir
ce monde-là, parce qu'il y a des voies d'accès suffisamment grandes, il y a des plages, il y a tout ce qu'il faut. Et après, ce que disait Marion, effectivement, il y a des gradients, et les gens, ils peuvent venir se baigner, après, ils laissent la serviette, et ils vont en vélo, ils vont à pied, ils vont aller dans des endroits de plus en plus naturels, enfin, avec des gradients de naturalité qui vont jusqu'à un certain point, mais on a quand même pas mal d'espace, on doit avoir 500 ou 600 hectares qui sont en libre évolution dans le Grand Parc. Donc c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, quand je parle de surfréquentation, c'est du piétinement, c'est des gens qui vont créer des chemins, c'est des choses qui vont se passer dans des mares où on va laisser le chien détruire les pontes de crapauds et de grenouilles. C'est ça le truc. Et il n'y a absolument pas de jugements sociaux, bien au contraire. C'était pas ciblé, la critique, c'était sur un discours général. Et je vois très bien comment il est géré le parc de Miribel, qu'on apprécie et tout. C'est c'est un espace que je trouve qui fonctionne très bien malgré les tonnes de barbecue qui sont faits dans certaines périodes et un peu de surfréquentation. C'était plutôt sur une idée générale que des fois ça passe mieux quand c'est les pauvres en fait qui font des dégâts, et ça passe moins bien quand on parle du rivage méditerranéen, des yachts, de gros bateaux. C'était plutôt une question culturelle au niveau national, en France comme en Italie, ou comme ailleurs. C'était pas ciblé par rapport à la réalité lyonnais, quoi. Merci. Juste, alors pour compléter et puis pour répondre à la deuxième question aussi sur en fait, je sais plus où j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, mais je sais plus où, mais bon, bref, peu importe. En fait, on se rend compte qu'aussi le terme de surfréquentation n'est pas employé dans les lieux touristiques, parce qu'en fait, il y a une économie, donc il n'y a jamais trop de monde. Voilà. Et nous, on n'est pas dans cette logique-là au Grand Parc. Voilà. Je referme la parenthèse. Et pour la deuxième partie, moi, je rejoins complètement ce qui a été dit, parce que en fait, c'est vrai que c'est un peu oublié. Alors, les portes d'entrée sont plus compliquées, et puis ça fait écho à ce que disait aussi l'intervenante là, à midi, qui nous expliquait qu'à l'ENS, tous les étudiants ont quelques heures assez généralistes sur les végétaux. Et en fait, je pense qu'on en a tous plus ou moins parlé tout le temps. On se dit, mais en fait, tout le monde devrait avoir des heures d'enseignement à l'écologie, au changement climatique, à la végétation, tout le temps, peu importe la formation, que ce soit tous les métiers, en fait, toutes les formations. Voilà. Et je pense que ça serait vraiment, vraiment bénéfique. Merci. À ce sujet-là, on peut quand même constater que l'éducation à l'environnement a complètement été déléguée aux collectivités territoriales. L'éducation nationale ne forme pas, donc c'est selon la collectivité où vous êtes, la commune ou la communauté de communes ou la métropole de Lyon va financer des opérations, mais on n'est pas dans le cadre scolaire, il n'y a pas un suivi du coup qui est fait, à quelques exceptions près, ce que vous avez cité tout à l'heure, où effectivement il y a des classes et sur une année scolaire ils vont pouvoir le faire, mais ça reste très marginal et ça c'est vraiment dommage. Et rien qu'au niveau de la métropole, ce que nous finançons en matière d'éducation à la nature, dans les différents cadres, que ce soit les ENS, que ce soit tout le reste, c'est 1 500 000 € par an. Mais pour un résultat, malheureusement, qui est effectivement pas suffisant, parce que ça fait malheureusement trop souvent partie un petit peu comme quand moi j'étais enfant, c'était le voyage de fin d'année. Bon, au lieu du voyage de fin d'année, c'est l'animation scolaire d'éducation à la nature d'une demi-journée que les enfants auront, et ça s'arrête malheureusement là, même si ça coûte une petite fortune aux collectivités. J'ai vu qu'il y avait une deuxième question. Ouais. Bon, merci. Je suis Pauline Barbe et je travaille pour le ministère de l'Environnement. Je voulais partager 2 choses. Sur l'éducation après l'école, par exemple, après l'école primaire, moi je voulais rappeler qu'il y avait une action en ce moment pour former les plutôt hauts fonctionnaires de la territoriale, de l'État et de la fonction publique hospitalière sur l'effondrement de la biodiversité. Ça se fait en plusieurs sessions, dont des sorties sur le terrain.
Je ne sais pas si c'est obligatoire et c'est plutôt pour les cadres AA+, mais c'est quand même un petit pas, un petit point positif. Et aussi, je voulais compléter les connaissances sur l'impact de l'environnement sur la psychologie. J'étais allée à la semaine du cerveau, et donc c'était une présentation par des médecins du Vinatier, donc du centre de l'hôpital psychiatrique, qui avaient par exemple fait des graphiques issus de résultats d'études qui mettaient en relation l'augmentation des internements psychiatriques en fonction de la température extérieure, donc en fonction des canicules. Et ils avaient aussi établi un lien entre l'augmentation de la schizophrénie par rapport au lieu où on a vécu. Donc on a plus de risques d'être schizophrène si on a vécu dans des milieux avec très peu de verdure. Et aussi, on a plus de risques de consommer des anti-anxiolytiques si on habite dans un lieu sans verdure. Voilà, donc on peut dire corrélation n'est pas causalité, mais quand même, il y avait ces différents liens qui avaient été faits. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant de les partager. Merci. Est-ce que vous voulez réagir les uns les autres par rapport à ce qui vient d'être dit? Non. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, Émeric. Je pique la place, puis je te la donne. Émeric Sulmon du Parc national des Cévennes. Je voulais juste réagir parce que je trouvais très intéressant vos interventions. Moi, je vis dans un lieu et j'enseigne, je fais un peu d'éducation à l'environnement. Et je dirais que la méconnaissance des enfants vis-à-vis de la nature, c'est pas du tout un problème endémique aux zones urbaines. Dans le milieu campagnard où je vis, on a également, mais je dirais près de la moitié des enfants qui n'ont pas une expérience régulière avec le milieu naturel, qui ne vont pas se promener avec leurs parents. Et donc, il y a sûrement un méfait d'une éducation plus générale, qu'elle soit des parents ou de l'éducation nationale. Et je voulais faire part d'une expérience qui m'a traumatisé. Moi, c'est mes enfants qui reviennent de l'école en me parlant des problématiques de l'environnement, que ce soit la pollution, l'érosion de la biodiversité, le changement climatique. Je crois que les enfants, que ce soit par les écrans ou par l'éducation nationale, ils sont déjà bombardés par... ils vont synonymiser en fait l'environnement avec des problèmes. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça important qu'on remette en avant l'émotion, et qu'il y a un manque énorme dans toutes nos démarches vis-à-vis de l'environnement, c'est effectivement d'éduquer à l'émerveillement. Et c'est ce que ne font pas à l'école, on ne fait pas ça. Et nous, on intervient au Parc national pour aider les enfants, on les fout dehors carrément, parce que c'est indispensable de les mettre dehors. On fait le moins possible d'intervention en classe, ça nous arrive. Mais c'est la base, mais on n'est pas assez nombreux. Il n'y a pas assez de gens en fait, qui apprennent les autres personnes à s'émerveiller de la nature. Et je crois que c'est vraiment la base, c'est le moteur de l'action, c'est vraiment l'émotion, vous en avez parlé déjà. Et si on les bourre du crâne de que des problèmes, on fait des adolescents qui rejettent tous ces problèmes et qui jamais vont vouloir revenir à cet environnement parce qu'ils sont dégoûtés de ce qu'on leur a laissé. Donc moi, j'insiste vraiment, je ne parle jamais il y a d'autres circuits par lesquels ils vont s'informer des problèmes. C'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est vraiment d'émerveiller. Je tiens à ça. C'est vraiment, pour moi, c'est la plus grande de nos missions. Est-ce que vous voulez réagir sur l'effet waouh que indique Émeric? Oui, merci de remettre le mot émerveillement, parce qu'effectivement, c'est important, je pense, avec les enfants, déjà, nous, de continuer à s'émerveiller, mais aussi avec les adultes. Et ça donne aussi envie à des adultes de, eux, à leur tour, accompagner d'autres, que ce soit enfants ou adultes, ensuite. Il y a un effet boule de neige de l'enthousiasme et de l'émerveillement qui est assez important à prendre en compte dans nos actions. Et donc, merci de ressoulever ça. C'est vrai que les enfants, ils peuvent être très vite informés d'enjeux globaux très lointains. Et pour autant, pas forcément connaître les 5 essences d'arbres les plus proches. Et par cet effet d'émerveillement et de mise en lien plus local, c'est vraiment cet enjeu de connaissance et d'ancrage local qui va nous permettre aussi d'être en mesure d'être capable de s'adapter aux enjeux justement à venir. Voilà. Merci. Oui, effectivement, je suis assez d'accord aussi avec l'émerveillement. Le côté, le fait de mettre en avant, voilà, pas que les problèmes. D'ailleurs,
à mon sens, il y a aussi des nuances à donner. Et puis, quand on parle de problèmes, déjà, en fait, ce matin, j'ai entendu ça, et aujourd'hui, on l'a aussi dit, on parle de biodiversité, d'érosion de la biodiversité. Honnêtement, moi, quand on me dit ça, je ne sais pas de quoi on parle concrètement. Érosion de la biodiversité, c'est des termes. Biodiversité, c'est un terme extrêmement scientifique. Ça parle à personne, en vrai. C'est juste, voilà, ça vient, c'est des concepts. En fait, concrètement, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a un effondrement, il y a le vivant qui se barre. C'est ça qui est en train de se passer. C'est que le vivant est en train de mourir. Donc l'érosion, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais le vivant est en train de mourir, oui. Et ça fait peur, ça suscite beaucoup d'émotions. Et en fait, on ne sait pas en parler. Parce qu'on est dans une société aussi, on n'aime pas les problèmes. Et d'ailleurs, tout ce qui est problème, on le règle d'une manière très ingénieure, on range ça, et donc on n'en parle que de manière la tête. C'est-à-dire, on vient nourrir la tête, les problèmes, les warnings, etc. Et à défaut, on ne sait pas, on ne nous apprend pas ça, en fait. Hein, les enseignants ou toute personne en fait, dans cette société, en fait, on ne sait pas faire descendre l'information pour, justement, ne plus subir les émotions désagréables, parce que quoi qu'on en dise, il faut qu'on regarde ce qui se passe. Et ça suscite des émotions désagréables. Par contre, il faut aussi, et ça je vous rejoins, revenir sur ce qui est aussi agréable. Et les expériences, les effets wow, je ne sais pas si vous connaissez les effets, alors en anglais on dit oh, les effets oh, quand on est enfin, dans une randonnée, tu me diras toi si tu l'as vécu avec ta première randonnée, mais y a des fois il y a des paysages qui sont en fait au-delà du paysage. On se rend compte qu'on n'est rien ou qu'on se fond complètement dans ce qui est le vivant. Et là, il y a plus d'effet. Il y a un effet, ce qu'on appelle l'effet oh, c'est saisissant. Il y a quelque chose qui vient nous saisir de profond, et ça marque profondément dans notre mémoire, mais aussi dans notre expérience du vivant. Et quand on fait faire ça à des enfants, eh ben, c'est la même chose, ça vient marquer. Donc ça, c'est éminemment important. Maintenant, je reste, parce que c'est ce qu'on fait aussi en éco-psychologie, il faut aborder la réalité telle qu'elle est, mais en sachant réguler ses émotions. Et ça, on ne sait pas. Parce que émotion, étymologiquement, et je m'arrêterai là, pardon, je parle beaucoup après, étymologiquement, ça veut dire mettre en mouvement. C'est ex movere. Et ça, c'est important. Émotion, ce n'est pas quelque chose qui vient nous déranger. En gros, il faut qu'on prenne en compte nos émotions et qu'on en fasse quelque chose. Ça nous met en mouvement. Et que ça soit désagréable ou agréable, l'émotion nous met en mouvement. Et quand on sait à quel moment on peut réguler ça, qu'on soit petit ou grand, et bien là, on a une clé énorme qui nous permet de nous engager, non pas de manière défaitiste, mais avec la réalité du terrain et de se dire, en fait, j'y vais parce que c'est la seule chose à faire. Parce que c'est ça qui aussi emmène de la beauté, c'est ça qui emmène de la poésie, c'est ça qui emmène de l'émerveillement, c'est aussi d'être dans l'action. Toute dernière question, et après on passera aux communications scientifiques. Oui, Charles Michalet, j'enseigne l'écologie à l'Université de Bordeaux. Je voudrais faire 2 commentaires. Le premier, c'est que on présente 2 évolutions contemporaines qui sont d'une part l'érosion de la biodiversité dont tu viens de parler avec le changement climatique ou la chute du vivant, comme tu viens de dire, et puis d'autre part l'éloignement dans nos civilisations moderne, on va dire occidentale, des populations par rapport à la nature. Et on présente ça un petit peu de façon confuse, un peu comme s'il y avait un lien de cause à effet entre les deux. Je crois que les deux sont causés par les mêmes effets. Elles sont corrélées, donc, mais il n'y a pas causalité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que s'il y a des changements liés au changement climatique, au changement global, etc., ce n'est pas ça qui cause le fait que les gens soient éloignés de la nature. Et inversement, si les gens sont éloignés de plus en plus de la nature dans notre civilisation occidentale, ce n'est pas ça qui entraîne l'érosion de la biodiversité. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait relation de cause à effet. Il ne faut pas l'oublier. Le deuxième commentaire qui rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait que les gens soient de plus en plus éloignés de la nature, l'amnésie environnementale, comme vous l'avez dit, ça a pour effet
que ça nous éloigne de plus en plus de la compréhension des mécanismes naturels, et ça nous éloigne de plus en plus de la nature et des gens qui vivent encore de la nature, comme nos agriculteurs ou nos forestiers, etc. Et on arrive à un schisme entre le monde de la ville et le monde de la nature, et on croit souvent, on présente l'homme comme quelque chose qui est en dehors de la nature, la diversité, la nature, c'est comme un sanctuaire, et s'il y a une relation entre les deux, elle est obligatoirement négative, comme vous disiez. Or, pas du tout. Je crois que si on en était resté avant l'arrivée de l'homme, on vivrait encore dans des forêts primaires à manger des herbes ou des fruits dans les arbres, et on n'aurait pas du tout la diversité qu'on a maintenant. La diversité qu'on a maintenant, on l'hérite de milliers d'années d'actions humaines, de déboisement. Il y a eu une multiplication des espèces herbacées au niveau génétique, au niveau spécifique, et ça l'oublie un peu trop. Et quand on veut maintenant un petit peu présenter quand on présente l'action de l'homme comme obligatoirement négative et qu'il faut se préserver d'aller toucher la nature, ben, je crois qu'on va lui faire plus de mal qu'autre chose. Donc ça, c'est ça, je crois, le problème de cette analyse environnementale, c'est qu'on comprend de moins en moins la nature, et ça crée un schisme et des combats très importants avec notamment les agriculteurs, comme on le voit tous les jours en ce moment, ce qui n'est pas bon du tout. Voilà. Merci Richard. D'accord, pas d'accord? Vous voulez réagir? Non? Un tout petit peu, et après on... Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse. Je pense qu'il y a effectivement deux choses différentes. On le voit avec les populations animistes qui sont restées très près de la nature et qui la respectent toujours. Et nous qui traînons derrière nous quand même 2000 ans de judéo-christianisme qui font qu'on a opposé l'homme et son devenir à la nature. Et il y a effectivement ça qui pèse énormément. Après, évidemment, il est hors de question d'opposer les agriculteurs aux citadins. Ça, c'est vraiment, moi, je ne supporte pas ce genre de remarques-là. Mais quand je vois le ministre de l'Agriculture qui vient d'autoriser à nouveau les traitements néonicotinoïdes sur les betteraves et qui autorise 5 traitements au lieu de 2, donc je pense qu'on a des vraies urgences, et que de dire si vous dites ça, c'est parce que vous êtes un citadin, vous n'y connaissez rien, on rentre évidemment forcément dans de l'opposition. Et ce n'est pas comme ça qu'on va construire une société qui fait qu'on va s'en sortir. Un dernier mot, après un dernier mot. Je suis terminé. Allô? Ah si, c'est bon. Oui, je voulais rajouter que j'ai lu dans un livre qui s'appelle 20 000 ans, il me semble que c'est Stéphane Durand, peut-être ça vous parle, qui est 10 000 ans, c'était en tout cas, qui disait cette phrase, que ça m'a fait réfléchir, donc peut-être vous le savez mieux que moi, que d'une certaine manière, le vivant aime la perturbation. Il y a une diversité du vivant parce qu'il y a eu perturbation et que ça nécessite créativité. Bon, après, on ne va pas rentrer dans un autre débat, mais en tout cas, qu'il y a perturbation. Mais après, c'est toujours question de dosage. À quel point on perturbe et à quel point on est dans ce cycle-là. Et l'être humain, à mon sens, il fait partie de la nature, nous sommes la nature, et donc se penser en dehors, c'est juste une chimère, c'est une illusion, puisque quoi qu'on fasse, on est dans la nature. Donc en fait, à mon sens, il faut qu'on se réinscrive dans la nature et donc qu'on comprenne que chaque geste que l'on fait a une conséquence, et une conséquence plus ou moins perturbatrice, et c'est ça qu'on doit régler, doser. Parfait. Merci à tous les 5. Avant de vous quitter, un dernier petit mot, peut-être Charlène. Je voulais évoquer une journée consacrée à l'amnésie environnementale, si le sujet vous a intéressé. En continuité donc avec cet échange, on organise à la Maison de l'Environnement le 19 avril, et vous êtes tous et toutes bienvenus, une journée sur l'amnésie environnementale, avec à la fois des balades, une table ronde aussi où reviendra donc notamment Pierre Athanase, mais aussi une doctorante sur les mémoires environnementales au Sénégal et une association locale des Monts d'Or. Voilà, donc là, c'est plus l'idée de mettre l'amnésie environnementale en discussion avec différentes échelles de territoire, voir en fonction de l'échelle où on se trouve, quelles actions on pourrait mettre en place.
Et l'après-midi, il y a de nouveau des ateliers et un temps de forum ouvert pour faire émerger des solutions ensemble. Voilà, donc vous êtes bienvenus. C'est une journée gratuite sur inscription avant lundi. Donc le site de l'association, c'est nature-sens.org. Et voilà, si vous avez des questions, je reste disponible à la fin. Merci. Johan, un petit mot sur le livre, peut-être? Merci. Oui, alors je suis très mauvais dans la com. Alors, du coup, je m'octroie ce petit moment de promotion. J'ai écrit récemment un livre, enfin il y a un an, un petit traité d'éco-psychologie. Voilà, si ce thème, ce champ voilà, transdisciplinaire qu'est l'éco-psychologie vous intéresse, vous pouvez aller voir ce livre que vous pouvez trouver n'importe où. Et puis, allez voir aussi le site AFECOP, Association francophone d'éco-psychologie, voilà, que j'ai cofondé avec ma compagne Fanny Bouéja et aussi une amie, Emmanuelle Delrieux, qui est à Montpellier, éco-psychologue. Voilà. Merci à tous les 5. Je vous laisse poursuivre et vous pouvez remercier aussi les intervenants. Voilà. Merci à vous tous.